Voilà, bien, nous reprenons nos travaux pour cette dernière session de nos journées hydrogène 2021. On va s'intéresser plus particulièrement aux besoins de la filière en termes de formation et d'innovation. Alors, on n'a pas manqué de matière grise jusqu'à maintenant, on l'a utilisée, mais maintenant on va s'intéresser à comment on peut la booster. Donc on a un panel, je crois qu'ils sont tous là. Stéphanie Paysan, vous êtes directrice de la communication chez France Hydrogène et vous avez suivi une étude dont on va reparler. Nous avons également Jean-Maurice Gimet de Dynamix. Donc on a eu une présentation ce matin avec le groupe cimentier Vicat, mais là vous allez aussi nous parler de formation. Vous êtes responsable d'exploitation maintenant chez Dynamix. Et puis Catherine Ledé de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes chef du service innovation et filière et chef du plan d'ambition régional hydrogène. Et enfin, le lieutenant-colonel Laurent Lecomte. Vous êtes chef de pôle des formations aux emplois d'encadrement et de spécialité à l'ENSOSP. Vous nous expliquerez ce qu'est l'ENSOSP tout à l'heure. Très bien. Alors, je me tourne vers Stéphanie Paysan. Donc, vous êtes là au titre de l'étude que vous avez pilotée, qui est un référentiel des compétences métiers. C'est vrai que le développement des compétences est un axe stratégique de la stratégie nationale. Alors, comment France Hydrogène s'est saisie de ce sujet? Voilà, on peut. Oui, alors effectivement, on l'a dit déjà hier. Un des axes de la stratégie nationale hydrogène, c'est le développement de compétences. Donc, on a parlé de ce développement, de ces créations d'emplois. Ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, à l'horizon 2030, on prévoit donc plus de 100 000 emplois dans la filière hydrogène. On peut peut-être dire juste un tout petit chiffre pour savoir où on en est actuellement. On parlait toujours d'à peu près 2000 emplois dans la filière hydrogène. On a fait une petite enquête récente qui date du mois de juillet et donc on a le chiffre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes 3500 dans la filière hydrogène. Donc effectivement, ce référentiel des compétences métiers de la filière hydrogène, il est parti de nos travaux sur la chaîne de valeur. On a beaucoup travaillé pour identifier la chaîne de valeur industrielle de l'hydrogène assez finement et très naturellement derrière, on s'est intéressé aux compétences. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de déterminer donc les compétences qui étaient nécessaires, notamment pour bien coller aux besoins des industriels. Donc comment on a procédé pour faire ça? D'abord, on s'est dit qu'on allait utiliser l'existant. Il y a plusieurs études qui ont été menées, notamment sur des territoires, des études même assez poussées. Je peux parler de l'étude qui a été menée par le territoire de Caussène Agglomération en Normandie. Il y a des études qui ont été menées en Aura, en Occitanie. Donc on s'est appuyé déjà sur toutes ces études existantes, des études de l'ADEME aussi. Et puis on a complété ça par toute une série d'entretiens avec des acteurs industriels de la filière pour vraiment avoir l'aspect terrain. Donc l'objectif de référencer toutes ces compétences métiers de la filière hydrogène, c'était effectivement de favoriser la mise en place d'une offre de formation vraiment bien adaptée aux besoins des industriels. Également, il y avait l'aspect consolider la filière peut-être en identifiant de nouveaux acteurs et puis accélérer la création de valeur par potentiellement une diversification industrielle de sous-traitants ou de fournisseurs de la filière. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une grande matrice, en fait. Là, on en voit un tout petit bout à l'écran.
Mais néanmoins, alors je vous invite à regarder le livre blanc dans lequel on a ce grand tableau qui recense en fait 84 métiers, des domaines et des sous-domaines de compétences techniques, des niveaux de formation. On classe également tout cela par les activités de l'entreprise et également par objet de la chaîne de valeur. Voilà, on s'est intéressé aussi à classer ça, qualifier ça par les objets de la chaîne de valeur. Donc, peut-être... c'est moi qui l'ai. Ah oui, c'est bon. Voilà. Donc là, je voulais vous indiquer quelques enseignements qu'on peut tirer. Je vous invite vraiment à lire le livre blanc parce qu'il y a beaucoup de recoupements qui ont été faits, mais quelques enseignements néanmoins. Donc concernant déjà les niveaux de formation, ce qu'on a vu en recensant ces métiers et ces niveaux de formation, c'est que actuellement beaucoup sont accessibles par des formations Bac+5. Ça s'explique en fait certainement assez naturellement par le fait que la filière est en cours d'industrialisation et que beaucoup d'activités sont concentrées sur la conception et le développement de produits. Donc on a besoin de beaucoup d'ingénieurs, d'ailleurs des ingénieurs qui interviennent aussi sur la partie parfois opérationnelle, mais tout ça va changer. Puisque avec le déploiement des projets et puis on a parlé aussi ce matin beaucoup d'ouverture de gigafactories, de production d'équipements, etc. On va avoir beaucoup besoin bientôt de techniciens et d'opérateurs. Donc effectivement, pour l'instant, un fort besoin de ce côté-là, mais qui devrait changer assez rapidement. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les métiers du référentiel, ce sont des métiers existants, mais auxquels il est nécessaire d'apporter, on va dire peut-être le mot coloration hydrogène, c'est peut-être pas le bon mot, il faut qu'on y réfléchisse. On peut appeler ça une spécialisation, mais en tout cas, il faut un niveau de connaissance sur l'hydrogène, plus ou moins important. Mais en tout cas, il est important d'avoir ce niveau de connaissance sur l'hydrogène. Après, donc, on a pu recenser, donc, comme je le disais, des compétences techniques et des compétences non techniques. Donc, donc là, on a listé 14 compétences techniques. Il y a aussi des sous-domaines, vous le verrez dans le grand tableau, dans le référentiel. Et parmi ces compétences, il y en a qui sont déjà très, très demandées. Alors assez naturellement, génie électrique, génie mécanique, mécanique des fluides, effectivement, mais aussi la métrologie et puis tout ce qui est de domaine qualité, sécurité, environnement. On voit que ça apparaît vraiment beaucoup dans le référentiel. Il y a des métiers aussi qui sont sollicités par de nombreux objets de la chaîne de valeur. Donc, parfois, ces métiers ne sont pas encore en tension, mais on se dit que s'ils interviennent sur de nombreux objets de la chaîne de valeur, c'est peut-être qu'il faut s'y intéresser sérieusement et donc bien faire attention parce que potentiellement, ça peut être des métiers stratégiques. Ensuite, alors justement, on parlait de ces métiers qui étaient très demandés. Il y a déjà des métiers qui sont identifiés comme en tension en fait. Donc là, vous avez 17 métiers qui sont identifiés. Alors, certains, c'est déjà connu. Effectivement, les électroniciens de puissance, par exemple, on sait très bien que c'est déjà en tension dans d'autres filières. Sur la filière hydrogène, ce n'est pas une surprise, mais ça l'est également. Les soudeurs aussi, on a potentiellement peu de soudeurs. Voilà, on a besoin aussi de ces métiers-là sur la filière hydrogène. Et ce qu'on voit, c'est que sur ces 17 métiers déjà identifiés en tension, il y a plus de la moitié de ces métiers qui font appel à des compétences génie électrique et puis qualité, sécurité, environnement, on l'a déjà dit, mais ça se retrouve sur ces métiers déjà en tension. J'ai une petite question. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en tension? Parce qu'on peut le comprendre de deux manières. Soit il n'y a pas les formations, soit c'est les étudiants qui ne vont pas vers ces formations. En fait, ou est-ce que c'est les deux? Là, on a identifié ça où en fait les entreprises nous ont indiqué qu'ils avaient du mal à recruter. Donc, c'est
difficulté à trouver des profils. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que ça a été caractérisé. Et donc effectivement, c'est peut-être pas non plus très surprenant. Ces compétences sont déjà demandées sur d'autres filières industrielles, c'est déjà en tension sur d'autres filières, et plus généralement, en fait, on voit que les filières industrielles souffrent déjà d'un manque d'attractivité. La filière hydrogène, finalement, ne fait pas exception. Et assez naturellement va souffrir aussi de cette tension sur ces métiers déjà identifiés. Donc voilà un petit peu quelques enseignements de ce référentiel, des points saillants. Alors à partir de là, j'imagine que vous faites un certain nombre de recommandations pour organiser un peu mieux l'offre de formation en France. En fait, effectivement, développer l'offre de formation initiale parce qu'elle est très, très, très réduite. Et puis surtout, ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, il y a des formations existantes et il faut apporter un niveau de connaissance sur l'hydrogène. C'est la fameuse coloration ou spécialisation hydrogène qu'il faut apporter aux formations existantes. Ensuite, on vient de le voir, ne pas négliger la concurrence entre les filières, c'est déjà le cas, il y a des métiers en tension. Il faut peut-être essayer de promouvoir la filière hydrogène comme une filière effectivement d'innovation, de transition énergétique, et ça peut peut-être permettre de redonner aussi un petit peu d'attractivité pour ces filières industrielles. Donc voilà, on pourrait s'employer effectivement à valoriser cela, et la filière hydrogène peut peut-être permettre de redonner un petit peu d'attractivité à ces filières industrielles. Donc effectivement, il est important de bien pouvoir recenser l'offre de formation, mais on sait qu'elle n'est pas du tout suffisante. Le niveau de connaissance qu'il est important d'avoir sur l'hydrogène pour les différents niveaux de formation, ingénieurs, techniciens, opérateurs. On sait qu'actuellement, la montée en compétence sur l'hydrogène, elle est beaucoup dispensée en entreprise. Ce matin, on avait le PDG de Symbio qui terminait son exposé en parlant des compétences et en nous disant qu'il formait en interne, qui mettait 6 à 12 mois pour former un architecte système en interne. Donc, effectivement, c'est une problématique sur laquelle il faut se pencher. Et pendant ce temps, il ne fait pas autre chose. Voilà. Exactement. Et c'est tout à fait la phrase qu'il a dite. Pendant ce temps-là, il ne fait pas autre chose. Et comme ils sont en train de recruter assez massivement, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà un petit peu les éléments à partir de ce référentiel, mais que je vous invite à consulter vraiment, à lire le livre blanc qui est disponible sur notre stand. Moi, une réflexion qui me vient, parce que dans toutes les régions, on parle beaucoup de cette question, l'industrie n'attire plus, etc. Je vois par exemple sur la méthanisation, on a ce problème-là, mais on se dit toujours, oui, le biogaz, ça sent pas bon, il faut mettre des bottes, etc. Donc on a du mal à trouver des candidats. L'hydrogène, c'est quand même attractif, c'est la transition énergétique, c'est vert, etc. C'est une industrie de pointe. C'est vrai qu'on a un peu du mal à se dire que les entreprises qui étaient là ce matin, Symbio, McPhy, Genvia, ont du mal à recruter. Et je me dis, il faut vraiment promouvoir cette valeur de l'hydrogène comme vertueux pour les jeunes et pour leur donner envie de s'y investir, quoi. Effectivement. Des actions de communication à faire. Très bien. Merci en tout cas pour cette étude que vous pourrez retrouver. Donc elle est dans les sacs, hein, c'est ça? Vous l'avez forcément vu? Alors non, elle n'est pas dans les sacs, mais elle est sur notre stand et on la distribue largement. Voilà, donc je vous invite à la retirer sur le stand central. Il en reste, donc n'hésitez pas. Alors merci beaucoup Stéphanie Paysan. On peut vous applaudir puisqu'on a pris l'habitude d'applaudir chaque intervenant. Donc on s'intéresse justement maintenant à un opérateur, donc Inamix. Peut-être que vous allez confirmer un certain nombre de choses qui ont été dites, mais c'est intéressant d'avoir le regard d'un opérateur. Donc Jean-Maurice Gemet, vous êtes responsable exploitation maintenance chez Inamix, et vous nous présentez pour vous quelle est votre cartographie des métiers de l'exploitation et de la maintenance, quels sont les besoins en ressources et compétences techniques nécessaires au projet hydrogène. Donc je vous laisse la parole. Tout à fait. Bonjour. Oui, donc je vais vous présenter les métiers de la filière hydrogène, mais avec un vernis plutôt sur l'exploitation-maintenance. On a parlé de formation, aujourd'hui on peut aussi parler d'emploi. Inamix, en octobre 2018, on était 6 personnes. Aujourd'hui, on parle d'environ 40 personnes
en France et une petite dizaine en Allemagne. Donc c'est effectivement une filière qui évolue relativement vite, avec des besoins qui ont été évoqués. Je vais faire un focus en particulier sur le métier de l'exploitation maintenance de ces actifs, qui sont pour certains en cours de construction, de mise en service, et c'est notre cas dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Je reviendrai aussi sur un panel un peu plus large. On parlait de la chaîne de valeur, je conclurai là-dessus pour aussi élargir un petit peu la vision exploitation-maintenance à la chaîne de valeur Dynamics, du développement de projets jusqu'à leur mise en service. Et du coup, je vais d'abord me concentrer sur les compétences métiers. Nous, on voit en fait dans nos projets 2 compétences métiers clés qui sont l'électricité et la chimie des procédés, comme je l'ai appelé. Vous êtes rentré davantage dans le détail, mais c'est bien le cœur de fondement des installations avec un raccordement électrique, un besoin en électricité courant fort, courant faible, pour alimenter des électrolyseurs. La même chose sur la partie distribution, compression de l'hydrogène et du coup la maîtrise des chimies des procédés avec la maîtrise de l'hydrogène, de la mécanique des fluides, etc., etc. Donc c'est bien pour nous le cœur de métier. Et puis pour que cet ensemble fonctionne correctement, il faut rajouter de l'automatisme, de l'informatique industrielle pour que cet ensemble d'équipements communique à nous, aux exploitants, aux fabricants de matériel qui ont aussi besoin d'informations sur les équipements une fois mis en service. Et cet ensemble ne marcherait pas sans des fonctions support. On peut citer les achats, des directions juridiques sur les aspects contractuels, le QHSE qui a été évoqué, je reviendrai dessus, c'est très important, surtout dans le métier de l'hydrogène, et puis la finance, sans laquelle il n'y aurait pas de développement de projet, pas de financement de projet. Donc voilà, un ensemble d'acteurs qu'on retrouve du développement de projet jusqu'à l'exploitation maintenance. Et je vais faire un focus du coup sur la partie exploitation. Aujourd'hui, à Dynamics, on est, comme vous l'avez décrit très justement, une petite structure qui certes appartient à un grand groupe, vu qu'on est à la filiale dédiée du groupe EDF à la production et à la commercialisation d'hydrogène bas carbone. Mais on a décidé d'axer nos premières activités d'exploitation-maintenance sur précisément l'exploitation et en sous-traitant la maintenance alors à des entités du groupe comme Dalkia, par exemple, mais pas uniquement. Donc là, je vais faire un focus sur aujourd'hui ce qui occupe Dynamics grandement. Et j'ai positionné du coup sur le point central l'agent de conduite et l'ingénieur conduite. Alors aujourd'hui, on parle plutôt d'un agent de conduite dans nos équipes, qui est le premier à recevoir les informations de fonctionnement de l'installation. Est-ce qu'il y a une alarme? Est-ce qu'elle fonctionne correctement? Et du coup, être le premier à pouvoir intervenir et à surveiller ces installations. Vous avez parlé d'intervention locale. Nous, on a plutôt fait le choix par rapport à notre activité de le faire à distance. Mais ça revient exactement au même métier qu'une conduite qui se ferait localement. Et du coup, cette personne, elle est la première à pouvoir optimiser les performances de l'installation. Ça peut être un profil qui a une maîtrise des procédés industriels ou chimiques et qui décide de plutôt, j'allais dire, fructifier son expérience sur site et la mettre au service de l'exploitation d'actifs en étant plus sédentaire. Ça peut être aussi des profils plus jeunes. Aujourd'hui, on vise plutôt un profil avec 2-3 ans d'expérience dans la conduite, dans l'électricité ou dans la maîtrise des procédés chimiques et qu'on va accompagner progressivement avec une prise en main de nos outils d'exploitation, nos processus et puis un support technique que j'ai représenté, qui aujourd'hui reflète très bien ce qui a été dit précédemment. Le support technique, ce sont des ingénieurs dédiés à l'exploitation et à la maintenance des actifs, avec des profils électriciens, des profils automaticiens, des chimistes, des ingénieurs QHSE, qui viennent en support à notre agent de conduite et qui peuvent aussi planifier des interventions sur site, analyser les données sur site. Donc on pourrait parler d'analyse de données ou de data scientist. C'est un peu tôt. Malgré tout, il va falloir y venir. Et aujourd'hui, on prête une attention particulière à la récupération des données, à leur traitement, pour accompagner le retour d'expérience sur ces nouveaux équipements. Je pense que là, on parlait de conception de produits. Les constructeurs d'équipements dans l'hydrogène
pensent à la même chose. Ils ont besoin d'avoir un retour d'expérience sur leurs équipements pour les améliorer, et nous, on en a aussi besoin pour améliorer les performances des actifs. Le diagnostic, qui est un point clé, mais je peux parler aussi de planification des tâches de maintenance. Donc, on a un panel aujourd'hui d'ingénieurs au sein de mon équipe qui préparent les interventions sur site et qui viennent en appui à notre opérateur de conduite. Même opérateur de conduite qui est en relation du coup avec les clients pour leur apporter du support. On parlait des véhicules, bus, bennes, ordures ménagères. Ils vont être en interface directe avec un opérateur d'un bus qui rencontre un problème sur site et il faut essayer de le dépanner, de lui permettre de faire son plein. Voilà, l'opérateur de conduite, il a vraiment un rôle clé dans cette organisation et bien évidemment les équipes de maintenance dont je vais parler après, elles sont aussi en interface avec le client et elles lui apportent ce support avec des compétences qu'on a eues précédemment en électricité, en automatisme, en chimie et dans le domaine de la sécurité pour les interventions de terrain. J'ai mis un petit peu à part le gestionnaire d'actifs, alors qui chez nous est rattaché à l'exploitation maintenance. Ça pourrait être fait différemment, mais il est important parce qu'il va coordonner l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité. On voit bien qu'il y a un côté plutôt contractuel avec le gestionnaire d'actifs, là où l'agent de conduite va plutôt avoir une approche métier opérationnel, à être en relation avec les agrégateurs ou les gestionnaires de réseau, de transport ou de distribution, même si aujourd'hui on est plutôt sur un réseau de distribution. Et puis une relation du gestionnaire d'actifs avec les clients, qui soient industriels ou dans la mobilité, en ce qui concerne Dynamics, vu que c'est nos deux business lines. Voilà le panel aujourd'hui dans l'exploitation des métiers qui sont pour nous clés. Et j'oublie pas la maintenance que je vais présenter maintenant. Où là, je vais revenir sur ce qui a été dit précédemment sur les synergies entre des cursus de formation qui existent, qui conviennent aussi bien à l'exploitation qu'à la maintenance, et qui existent déjà. Et j'ai essayé de faire un rapprochement avec le métier on va dire la filiale de laquelle je viens, qui est EDF Renouvelable, où j'ai passé un peu plus de 10 ans avant de rejoindre Dynamics. Et on peut voir qu'il y a beaucoup, effectivement, de métiers du renouvelable et de l'industrie qui ont déjà ces compétences qu'on recherche dans l'hydrogène. Alors ça ne veut pas dire qu'on va faire la maintenance de parcs éoliens ou de photovoltaïques, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est pour des gens qui sont diplômés, qui ont une expérience dans le renouvelable, et il y a une passerelle qui est possible, j'en suis un exemple, d'aller vers l'hydrogène et en apprenant au fur et à mesure à mieux maîtriser l'hydrogène, les procédés, la chimie, etc. Donc il y a cette passerelle qui existe, et aujourd'hui, j'ai essayé de la différencier en fait dans les profils que vous voyez, en faisant un tronc commun. Électrotechnicien, on en a partout dans l'industrie, dans le monde du renouvelable. Informaticien, il en faut également. Automaticien sur site ou au bureau pour développer des solutions qu'on met au profit de nos actifs. Des mécaniciens. Tout ça, c'est des profils qu'on retrouve dans le photovoltaïque, dans l'éolien, chez Dalkia dans le monde de l'industrie, et ce à quoi il faut rajouter une connaissance sur les gaz, les compresseurs, l'air comprimé, etc., qui aujourd'hui sont plus spécifiques à l'hydrogène et qui sont nécessaires pour que le panel de formation et les compétences de la personne sur site soient optimales. Et le génie climatique. Il y a beaucoup de groupes froids, de refroidissement qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les métiers. Aujourd'hui, Dalkia, pour les citer, c'est une référence, mais ça pourrait être aussi SPI ou Clemcy. Ils travaillent sur le génie climatique. Donc on retrouve aussi différentes sociétés, pour donner un peu de visibilité, qui proposent déjà des compétences dans ces métiers, qui s'investissent dans l'hydrogène, donc dans lesquels il y a forcément des débouchés suite à des formations bien adaptées. Et j'ai voulu faire un focus sur la partie sécurité. C'est la même chose. J'ai inversé la présentation volontairement, mais du coup, il y a un besoin fort sur l'hydrogène, sur l'aspect sécurité et risque, sur le latex, les atmosphères explosives, le risque lié à l'hydrogène, qui est bien le point clé sur la sécurité. Et je pense que
vous allez sûrement en parler, et ce à quoi on rajoute des formations, des habilitations beaucoup plus communes qu'on retrouve dans beaucoup de métiers, habilitation électrique, travail en hauteur, équipier de première intervention, sauveteur secouriste du travail. Aujourd'hui, nos équipes, elles sont formées à l'intégralité de ces formations, qu'elles soient réglementaires ou pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas, elles sont préconisées pour notre part pour intervenir sur les sites. Encore une fois, c'est quelque chose qui existe, quelque chose qu'on peut adapter à la filière hydrogène, mais qui permet très rapidement, en tout cas, d'orienter des formations, des cursus professionnels et des jeunes ingénieurs ou des filières en licence ou bac pro vers le métier de l'hydrogène. Et puis, j'ai volontairement ciblé les industriels et la mobilité, parce qu'on a parlé de Symbio, et en fait, les besoins sont les mêmes. Donc, pour nous, le besoin que vous retrouvez, que je présente au niveau Dynamics, c'est le même pour, j'allais dire, nos concurrents, mais aussi pour la filière qui fournit les équipements qu'on installe sur nos actifs, que ce soit des électrolyseurs, des compresseurs, des stations de distribution ou encore des véhicules. Je pense qu'on retrouvera et on retrouve même les mêmes besoins. Donc, il y a des débouchés qui existent et il faut que les formations suivent, effectivement. Les fonctions support, alors j'étais obligé d'en parler parce que sans elles, on ne ferait pas d'exploitation maintenance. La technique fait beaucoup de choses, mais il faut quand même pas mal de profils autour. Aujourd'hui, sans contrat d'exploitation maintenance, sans contrat d'approvisionnement électrique, on ne produirait pas d'hydrogène. Et on a besoin d'avoir un service juridique performant. Alors c'est peut-être moins des métiers techniques, mais ça a été montré aussi, et on a besoin de métiers non techniques. Et c'est un point clé dans le milieu de l'industrie, d'avoir des juristes qui nous accompagnent pendant toute la phase des projets, dès le montage du projet, en phase d'exploitation-maintenance, pour la gestion de litiges, révision des contrats, etc. Donc c'est des points clés qui ne sont pas différents des autres, j'allais dire, industries autres que l'hydrogène. Une gestion, je disais, des assurances, des garanties, un suivi de la performance financière, avec du coup un service financier qui nous accompagne durant toute la vie des projets. Je reviendrai sur ça sur la slide suivante. Et puis un focus qui nous intéresse plus principalement aujourd'hui sur les métiers, les formations, les ressources humaines. Aujourd'hui, dans les développements de projets, pour ma part, on s'est déjà rapproché d'organismes de formation, d'IUT, d'écoles d'ingénieurs. Donc ça peut générer en tout cas des opportunités pour des étudiants. Il y a aussi des stages, on cherche des profils chaque année en stage. Ça crée des liens avec les écoles qui nous posent des questions sur quels sont vos besoins, comment les orienter pour répondre à des besoins dans l'hydrogène. Est-ce qu'il faut qu'on fasse évoluer nos programmes de formation? Donc nous, on a tendance en tout cas à répondre, à essayer de donner des pistes. Donc, je pense que pour les étudiants, les jeunes, ils peuvent aussi retrouver ce type d'informations au travers de leur, j'allais dire académie, mais c'est pas ça que je voulais dire, de leur école ou de leurs universités. Et puis un volet QHSE, où je reviens une nouvelle fois dessus. Aujourd'hui, on est en lien avec le SDIS sur la région Bourgogne-Franche-Comté, sur le projet d'Auxerre. On voit effectivement que côté SDIS, il y a un apport en formation, il y a une coloration, en tout cas une appréhension sur l'hydrogène qui est maîtrisée. Le SDIS, je vais peut-être laisser... Ouais. Non. Si, ça va venir. Ça va venir. Tant que c'est vert, c'est bon. Alors, c'est le service départemental d'incendie et de secours. Ah, voilà. C'est mieux. Et donc, on est en contact avec eux pour envisager sur les 20 ans d'exploitation et de maintenance du site, comment les secours, les sapeurs-pompiers interviennent, dans quelle mesure, avec quelle information, qu'est-ce qu'ils doivent savoir pour être efficaces et agir vite sans se mettre en danger. Donc on voit ce premier lien et du coup ça fait du sens qu'on soit tous aujourd'hui autour de cette table. Il y a
les encadrements des interventions. Aujourd'hui, notre ingénieure sécurité, elle vient du monde de l'oil and gas, mais du coup, elle a une maîtrise des procédés chimiques, de l'hydrogène, et donc elle a une bonne appréhension des risques que nous, on peut mettre à profit lors des interventions sur site, mais aussi lors de la phase réalisation. Et on traite aussi, elle nous appuie sur tout ce qui est rubrique ICPE lié à l'hydrogène, pour conforter le bon fonctionnement des installations, avoir un haut niveau de sécurité tel qu'il nous l'est recommandé et imposé. Donc voilà, on a ici un panel des fonctions support liées à l'exploitation maintenance. Il y en a d'autres, mais en tout cas pour l'exploitation et la maintenance, c'est principalement les ressources dont on a besoin aujourd'hui. Si on passe au dernier slide, j'ai remis la chaîne de valeur en fait qu'on présente chez Ainamix, de la phase de développement jusqu'à la phase exploitation-maintenance. On retrouve sur la partie basse tout ce qui concerne l'exploitation-maintenance dont j'ai parlé, une partie supervision, on revient sur l'automatisme, une partie exploitation, on retrouve des profils croisés durant la durée de vie des projets. La maintenance, j'ai été assez exhaustif sur le sujet, au départ sous-traité, mais elle pourrait être intégrée plus tard quand il y aura un certain nombre d'actifs. Et du coup, voilà, il ne faut pas hésiter à regarder quels sont les acteurs dans la maintenance industrielle qui eux aussi vont proposer des postes plus orientés sur l'hydrogène, parce qu'ils vont avoir ce besoin lié à la mise en service d'actifs. Et puis sur la partie haute, on retrouve toute la phase de développement, d'ingénierie des projets, où vous retrouvez les mêmes profils en fait. Mon homologue qui est responsable d'ingénierie, il cherche exactement les mêmes profils que moi. Il y a des nuances sur est-ce qu'on veut plutôt faire de l'ingénierie, est-ce qu'on veut plutôt faire du terrain. Donc il y a de la place pour tout le monde, j'ai tendance à dire, ou beaucoup de personnes. Et c'est une façon d'illustrer qu'on retrouve des besoins à toutes les échelles au sein d'Ainamix, et on les retrouve aussi, comme je l'ai dit, chez des constructeurs de matériel. Puis j'ai réillustré du coup un point dont je n'ai pas parlé, mais qui est important, c'est les fonctions transverses, type support R&D. Aujourd'hui, la R&D dans les grands groupes qui décident d'investir et de s'engager dans l'hydrogène, elle déploie beaucoup de ressources pour monter en compétences rapidement, pour aller chercher plus de sécurité, de l'innovation, plus de performance. Aujourd'hui, on a une R&D au sein du groupe EDF qui travaille sur l'hydrogène, et on a même une R&D qui s'appelle EIFER, EIFER, qui est dédiée à l'hydrogène et qui, elle, travaille sur l'hydrogène depuis plusieurs années. Je vais dire une bêtise, mais peut-être plus de 10 ans environ. Voilà. Merci, parce que c'est très intéressant d'avoir cette systématisation finalement de tous les métiers liés à l'hydrogène. Peut-être pour rebondir à ce qui avait été présenté avant par Madame Paysan, spontanément les métiers, parmi tous ceux que vous avez cités, qui sont vraiment en tension, sur lesquels vous avez des problèmes de recrutement, ça serait quoi? Alors aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est ça. Bon, je vais aller sur un profil que je ne recherche pas directement à date, mais on a parlé du profil de soudeur. Ouais. Et aujourd'hui, sur un chantier, on vient de passer la période des congés. Il y avait un besoin d'avoir un soudeur, et c'est une compétence qui est assez pointue, qui se fait relativement rare. Chez nous, à Ainamix, on n'a pas de besoin directement, c'est plutôt les constructeurs ou ensembliers sur site qui vont avoir besoin de ce type de profil. Et on a bien vu que voilà, perdre une semaine dans un projet, ça peut avoir une certaine tension sur l'ensemble du projet. Aujourd'hui, c'est un profil où effectivement il y a une tension, une pénurie, on peut dire même. Donc c'est des métiers, je pense, à revaloriser et à essayer de promouvoir. Après, dans mon équipe aujourd'hui, je pense que trouver les profils, vu qu'on reste encore très lié à, j'allais dire, un niveau ingénieur, qu'on a peu de profils, j'allais dire, de techniciens bac plus 2, bac plus 3, on arrive quand même à trouver des profils qui tiennent la route, je dirais vulgairement. Et on fait plusieurs choix d'aller soit vers des profils expérimentés. Aujourd'hui, dans mon équipe, c'est essentiellement des gens qui sont sortis d'école d'ingénieurs, qui sont passés par la case stage, et puis qu'on a embauché chez Ainamix. Donc non, j'ai pas aujourd'hui de besoin critique,
mais je sens bien que sur les approches terrain, niveau technique, il y a un sujet en phase réalisation, soudeur, et puis on verra sur les compétences métiers pour la maintenance, où il y a des choses à apprendre. Il y a aussi des compétences qui étaient très réservées aujourd'hui à des fabricants de matériel. Je pense aux compresseurs, et dans 2 ans, 3 ans, on n'aura peut-être plus la même visibilité. Enfin, on ne sera pas contraint à passer par le fabricant. Il y aura des montées en compétences qui vont s'effectuer. On va investir dans de la formation, ce qui est déjà le cas, en tout cas dans mon équipe. Et pour monter en compétences, essayer d'internaliser une partie des compétences, être plus proactif, plus efficace, plus proche des sites. Parce qu'aujourd'hui, reposer sur des fabricants, quels qu'ils soient, qui sont à plusieurs centaines de kilomètres de votre actif, c'est pas viable. Pour proposer un haut niveau service de disponibilité, un niveau de fiabilité de vos installations, il faut des compétences qui sont formées et qui sont disponibles et qui sont proches des sites. Voilà. C'est un peu tôt, mais la filière est en cours d'évolution, donc on va le voir arriver. Les tensions vont arriver, voilà, c'est ça. Je pense. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, Jean-Maurice Gimet, on peut vous applaudir. Merci. Merci. Et donc maintenant, on s'intéresse à la région Bourgogne-Franche-Comté avec vous, Catherine Ledé. Vous êtes chef du service innovation des filières et chef du plan d'ambition régional hydrogène, c'est-à-dire que vous avez contribué, vous avez piloté la feuille de route de votre région. Et dans le cadre de cette feuille de route, il y a eu toute une dynamique autour de la formation, et c'est ce dont vous allez nous parler. Oui, effectivement. Merci. Je suis très honorée de représenter aujourd'hui la région Bourgogne-Franche-Comté. Et effectivement, je vais rappeler l'implication de la région sur la filière hydrogène et effectivement aussi vous présenter les premiers travaux, les premières réalisations en matière de formation, mais également les travaux en cours sur cette thématique précise. Donc, de longue date, la région Bourgogne-Franche-Comté travaille sur la filière hydrogène, puisque comme vous le savez pour certains d'entre vous, depuis la fin des années 1990, sur Belfort, des travaux de recherche sont conduits sur la pile à combustible. On a eu des faits marquants tout au long de la décennie 2000 et 2010, avec une immatriculation d'un véhicule, la création d'une entreprise qui est présente parmi les exposants, qui est Mytech en 2008, création en 2008, et Mytech sur les réservoirs aujourd'hui est reconnu, pleinement connu dans le cadre de la chaîne de valeur nationale. Donc on a eu quelques marqueurs depuis cet engagement de la fin des années 90 sur la région. Et en 2019, la présidente de région, Marie-Guy Dufay, au vu de 2 faits très importants pour notre région, a souhaité qu'on cristallise cet engagement dans la rédaction d'une feuille de route. Donc ces 2 événements marquants étaient d'une part la décision prise par le groupe Forestia d'installer son unité de R&D mondiale dans le Nord-Franche-Comté, à Bavans. Et la deuxième décision qui était vraiment importante pour la région, c'était la qualification ou la sélection du territoire Nord-Franche-Comté comme territoire d'innovation, donc reconnaissance par l'État, qui finalement faisait suite au fait que la région avait été reconnue en 2016 territoire hydrogène. D'où la rédaction de cette feuille de route qui bien sûr, décline plusieurs axes qui sont, quand on croise avec d'autres régions, assez classiques. Soutien à la recherche, former, innover, déployer les usages. Donc relativement classique dans son format, on va dire, pour les actions à engager, et qui annonçait donc fin 2019 un engagement sur la décennie de 100 millions d'euros pour la région Bourgogne-Franche-Comté, ce qui est un budget important pour une région comme la nôtre, en rappelant qu'effectivement l'objectif c'est la transition énergétique et écologique, mais également cette filière une vraie opportunité de développement industriel, sachant que la région est reconnue pour sa capacité, sa force de travail industrielle. 17% de la main-d'œuvre est industrielle dans notre région, ce qui nous place toujours en première position pour la part d'emplois industriels. On a des filières très représentées qui seront aussi
source d'emploi, hein, la filière automobile, 45 000 salariés, métallurgie, enfin, j'en passe, hein, mais voilà, la région Bourgogne-Franche-Comté présente des caractéristiques qui font que c'est un terreau intéressant pour développer de l'activité autour de la filière hydrogène. Les fruits de cette feuille de route depuis 2019, donc effectivement des écosystèmes qui se mettent en place. Donc mon voisin a cité l'écosystème d'Auxerre, Belfort arrive, mais aussi Dijon. Voilà, des écosystèmes qui sont reconnus par l'ADEME, notamment, qui bénéficient de financements européens, avec un engagement assez massif en termes de flotte de véhicules à développer. Deuxième élément positif apporté à l'actif de cette feuille de route, c'est l'attractivité. Hein, on arrive à attirer de nouvelles implantations, donc Forestia et d'autres à venir qui ont déjà fait l'objet de communication par les groupes concernés, assez important en termes d'emploi. Et si ces implantations sont annoncées, c'est aussi qu'on a un écosystème très favorable, notamment sur le Nord-Franche-Comté, avec une recherche très fortement représentée. Vous savez qu'on a une unité, on a FEMTO-ST, CNRS, entité CNRS, avec 120 chercheurs regroupés sur un site à Belfort, plus une unité d'appui à la recherche qui permet de déployer des services aux industriels, qui est la Fédération de recherche FCLab. Donc voilà, on a un certain nombre d'atouts qui font que les actions qu'on mène sur l'attractivité rencontrent un succès. Par ailleurs, depuis 2019, et je pense que c'est représentatif de ce qui se passe dans la filière hydrogène au plan national, voire européen, un foisonnement de projets d'innovation, notamment sur différentes formes de véhicules, hein, de mobilité, que ce soit des aéronefs, le camion, des buggy, le buggy pour le Paris-Dakar 2023, un prototype de moto de course, puisque vous savez qu'on a le circuit de Manicourt dans la Nièvre. Donc on a un certain nombre de prototypes, d'expérimentations, de projets d'innovation, et la présidente de région s'est engagée aux côtés de 3 autres régions, effectivement, à acquérir 3 rames de train TER autour de l'écosystème d'Auxerre, donc ce qui fera d'Auxerre un gros pôle hydrogène, et donc qui montre une certaine cohérence. Donc je finis sur cette diapo, juste cette carte pour montrer à la fois le foisonnement des projets sur tout le territoire. Il y a un engagement de plusieurs territoires sur le sujet. D'où les besoins de formation. Voilà, donc il faut qu'on réfléchisse, nous, territoire régional aussi, à la fois aux besoins de notre territoire, mais à la territorialisation de la formation. Voilà, c'était ça l'objectif de cette première présentation. Donc sur la seconde, je vais présenter les premières réalisations en matière de formation. Les images ne passent pas là, je ne sais pas si... Ça va venir sans doute, c'est peut-être un problème de chargement. Oui. Ok, donc on a inauguré en début d'année les 5 démonstrateurs dans les lycées. Donc ces démonstrateurs, ce sont des petits véhicules conçus sur une base de petits véhicules utilitaires qui ont une vocation pédagogique et qui sont installés dans 5 lycées de la région, dont celui de Dole, notamment. Je le cite puisque j'ai vu Claire Bourgeois-République ce matin. Donc la vocation est vraiment pédagogique, à la fois à destination du corps enseignant et des élèves au niveau des lycées. On s'appuie effectivement sur la recherche, et notamment ce qui me semble important, c'est la création en 2014 du cursus de master en ingénierie système électrique énergétique hydrogène, donc qui permet de qualifier, de diplômer des étudiants à Bac+5. Donc les premiers étudiants sont sortis de ce cursus il y a 1 an, et ça répond vraiment aux besoins. Alors ça répond peut-être aujourd'hui pas quantitativement, puisque les promotions sont de l'ordre de moins de 20 étudiants par personne, mais ça correspond toutefois à une demande des entreprises, et ça corrobore ce que disait Stéphanie Paysan sur le besoin immédiat des entreprises en matière
d'ingénierie. Par ailleurs, le campus des métiers et des qualifications près de l'Université technologique de Belfort-Montbéliard est animé par l'UTBM qui s'appelle le Mobi Campus à destination de la mobilité et a été qualifié d'excellence il y a 1 an et a défini un certain nombre de formations à mettre en place en 2022. Donc là, je suis dans une réponse un peu concrète aux besoins exprimés par des industriels ou aux besoins identifiés au plan national. Une formation complémentaire d'initiatives locales sur la maintenance de niveau 1 dans le lycée de Montbéliard, l'IUT de Belfort-Montbéliard qui va aussi bénéficier de la réforme des DUT qui vont devenir des BUT, va lancer une formation de technico-commerciaux ainsi qu'une formation donc, de niveau Bac+3 sur la maintenance des véhicules hydrogène, et c'est sous contrainte ATEX pour les réservoirs. Et à destination du public salarié, parce qu'il faut aussi penser formation continue, l'Université de Franche-Comté et l'Université technologique de Belfort-Montbéliard proposent d'ores et déjà à destination des industriels des formations sur mesure, sur une base commune, des fiches actions communes. Ce ne sont pas des formations diplômantes, c'est à destination des salariés, mais l'ingénierie pédagogique a été construite, a été faite. Et enfin, je ne peux pas ne pas en parler aujourd'hui, bien sûr, du forum Hydrogen Business for Climate qui se déroule le 29 et 30 septembre à Belfort, puisque au cours, un forum transnational à vocation business qui est très complémentaire de ces journées à destination des territoires organisées par France Hydrogène, qui va regrouper un certain nombre de groupes intéressés dans la filière hydrogène. Tout le programme est sur le site hydrogenbusinessforclimate.com. Je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement mentionner qu'effectivement la thématique Skills a déjà été abordée au cours d'un des webinaires thématiques mensuels donc du mois de juin, auquel participait d'ailleurs Stéphanie Paysan, et un atelier sur les métiers de demain est prévu. Et là, pour le coup, au cours de cet atelier, l'Université de Manchester sera représentée, France Hydrogène également, et l'Université de Franche-Comté. Donc voilà, c'est une thématique qui est pleinement prise en compte dans le cadre de cette communication. Alors, je suis désolée pour les images qui n'apparaissent pas. Sur la démarche régionale proprement dite aujourd'hui, parce que jusqu'à présent j'ai cité plutôt les réalisations, les choses qui sont déjà en cours. Aujourd'hui, il m'appartient de vous informer du fait qu'on a commandé auprès de notre CARIFOREF. Alors, un CARIFOREF est un organisme cofinancé par l'État et la région, et les régions, puisqu'il y en a dans chaque région, qui a une expertise sur la thématique de la formation et qui surtout dispose des bases de données actualisées des formations existantes. Donc on a diligenté auprès de cet organisme une étude qui permet en fait de définir quels sont les besoins de la filière dans la région. Donc sur une base d'une vingtaine d'entretiens, à la fois auprès des entreprises, des collectivités locales, des branches professionnelles, des responsables d'universités et du rectorat. Voici les résultats qui en ont découlé. Donc sur les métiers, de façon très cohérente avec l'étude, le livre blanc de France Hydrogène, les besoins de la filière ne sont pas des métiers nouveaux, mais ce sont des métiers existants. Donc on s'est référé effectivement à la liste des 84 métiers, et parmi lesquels 27 nécessitent une forte expertise, et ces 17 métiers en tension qui sont les mêmes sur notre région, et auxquels on peut répondre. Alors une des solutions que peuvent apporter les régions, c'est l'achat de places de formation pour les demandeurs d'emploi, ce qui permet, et ces places de formation sont achetées en fonction de l'expression des besoins par les industriels. Donc voilà, on a l'outil en région pour pouvoir répondre aux besoins des industriels exprimés année après année grâce à ces achats de places de formation.
Sur les compétences, de façon très très cohérente, effectivement, on a constaté que le besoin fort aujourd'hui, c'est en R&D, en conception. Les entreprises sont fortement en recherche de Bac+5 et qu'au fil des années, même quand bien même on a déjà des écosystèmes actifs, les besoins vont émerger sur des profils de techniciens, opérateurs maintenance un peu plus dans l'avenir. Effectivement, donc je rappelle que la station hydrogène d'Auxerre sera ouverte en octobre. Celle de Dijon en premier trimestre 2022, donc les besoins sont immédiats et pour le moment on se repose beaucoup sur l'offre de formation proposée par les fournisseurs quand il s'agit de bus, voilà. Donc il s'agit aujourd'hui pour les collectivités qui sont porteuses de ces écosystèmes de réfléchir à une offre de formation territorialisée. Sur les recrutements envisagés, on a assez peu exploité cette partie de l'étude parce qu'elle était fortement biaisée par l'arrivée d'un industriel sur la région avec des recrutements massifs. Donc on n'a pas souhaité, on ne souhaite pas communiquer sur ce point précis pour le moment. Mais ce qu'on a constaté, qui est de façon générique sur toutes les filières industrielles, c'est effectivement la difficulté de recrutement, le manque d'attractivité de l'industrie auquel il faut qu'on puisse répondre par toutes les communications qu'on peut faire aussi sur la filière hydrogène. Et enfin, sur les questions de besoins de formation, on a constaté qu'il existe assez peu de formations spécialisées en hydrogène, excepté sur les Bac+5, les doctorats, le cursus de master en ingénierie. Pour autant, on a déjà des solutions qui sont proposées par le campus des métiers. Et ce qui était important dans cette étude, c'est qu'on l'a conduite, bien sûr, avec l'État et surtout avec le rectorat. Le rectorat de Bourgogne-Franche-Comté est très, très impliqué sur ces questions d'hydrogène. Donc, apporte déjà des projets de coloration énergie de diplômes par les établissements dès 2021-2022, travaille aussi à l'acculturation des équipes pédagogiques, de l'accompagnement par les corps d'inspection. Cette forte implication du rectorat nous aidera à répondre aux besoins en tout état de cause au niveau de la formation initiale. Et en fait, ce qui est important, c'est que cette étude, elle nous permet aussi, alors là, on est plus dans une logique de gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, mais de repérer les métiers sur lesquels on pourra créer des passerelles avec des filières qui sont amenées à décruter. Le mot n'est pas très joli, mais voilà. Donc, c'est quand même pour nous une source d'informations précieuse et détaillée, en fait, sur les besoins. Et là, j'ai beaucoup parlé de pouvoir public, comment la région prend en main ce sujet. Il est aussi important de signaler que des structures comme l'ISTI, donc le centre de certification des réservoirs qui va bientôt ouvrir à Belfort, est en train de construire une offre pédagogique avec une quarantaine de modules qui seront prêts d'ici 2025-2026, mais l'offre pédagogique, les modules, certains des modules seront déjà disponibles en 2022 et l'objectif d'ici 2025, c'est de pouvoir créer 500 personnes par an. Donc les formations seront plutôt orientées, ce sont des formations techniques sur les composants, les éléments de sécurité et plutôt sur le stockage. Mais sachez que cette offre de formation peut être aussi portée par les industriels eux-mêmes. Alors moi j'ai une question, c'est un petit peu le lien avec France Hydrogène. Il y a toute cette ingénierie que vous développez. Est-ce que du coup il y a un échange d'expérience avec France Hydrogène pour que cette expertise elle puisse se répandre dans les autres régions et qui est alors sans forcément parler d'homogénéisation, mais qui est en tout cas une diffusion de tout ce savoir qui s'expérimente sur les nouvelles formations sur l'hydrogène. Oui. Bourgogne-Franche-Comté est pleinement investie dans tous les groupes de travail proposés par France Hydrogène, d'une part, donc notamment ceux qui portent sur la formation. Effectivement, là, on est au début d'un observatoire des métiers de la filière hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté. On lance, la démarche sera continue et ce n'est pas une étude one-shot. Donc on aura de l'information en continu et au fur et à mesure que la filière va se développer, on aura plus de données. Et par ailleurs, on a effectivement demandé au Carrefouref de se mettre en relation avec France Hydrogène pour pouvoir avoir des échanges, notamment sur le repérage des formations, puisqu'ils disposent de cette base de données. Alors,
pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Le Carrefour F en Bourgogne-Franche-Comté s'appelle Amphore, hein, mais ils portent un nom différent selon les régions. Et voilà, donc ce travail un peu fin pour repérer les formations et voir celles qui peuvent relever, pouvoir être colorées hydrogène, Amphore peut apporter, donc le Carrefour F de Bourgogne-Franche-Comté, cette information en lien avec France Hydrogène, et ça peut être tout à fait, ça l'est d'ailleurs interactif. Hein. Je pense que vous avez déjà eu des échanges sur le sujet. Ok, bah écoutez, je vous remercie. On va passer à la dernière intervention. On aura peut-être le temps après de revenir dans un échange plus global sur les uns et les autres. Donc Laurent Lecomte, vous êtes lieutenant-colonel, chef de pôle des formations aux emplois d'encadrement et de spécialité à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Voilà. Exactement. Et donc vous allez nous parler de formation hydrogène. Exactement. Voilà. Donc avant de vous parler, de faire un focus sur ma présentation, peut-être brièvement vous présenter notre école. En préambule, je souhaiterais de nouveau remercier France Hydrogène pour l'invitation à laquelle nous répondons à chaque fois, bien évidemment, et c'est toujours avec plaisir. Exactement, on est très sollicité. Avant de parler de l'école nationale, pour vous donner une idée du dimensionnement du monde de la sécurité civile dans lequel je travaille, le monde des sapeurs-pompiers, aujourd'hui, pour assurer la sécurité des administrés, des industriels et de tout le monde sur le territoire français et outre-mer compris. Nous sommes 250 000 qui sont affectés dans 6200 unités opérationnelles et états-majors sur 100 départements. Donc ça vous donne un petit peu le maillage territorial que nous couvrons. Deux chiffres marquants, 4,8 millions d'interventions par an. Un départ toutes les 7 secondes. Ça veut dire que nous répondons toutes les 7 secondes à un besoin, à une demande absolument nécessaire, pas tout et n'importe quoi, mais que ce soit chez un particulier, sur la route, pour apporter un complément d'intervention chez un industriel, parce qu'il a besoin de moyens spécifiques complémentaires à ceux qu'il a dans son entreprise. Et je pense que vous comprenez vers quoi je m'oriente maintenant dans le cadre du domaine de l'hydrogène. L'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, basée à Aix-en-Provence, est un établissement public administratif, donc on n'est pas une université ni une école, hein, on est une école de l'administration, dans laquelle nous assurons la formation des 25 000 officiers qui ont la responsabilité, le commandement des unités que je vous ai précédemment citées, du grade de lieutenant à contrôleur général. Notre école aujourd'hui assure sur une année la formation pour ces 25 000 officiers, qui ne viennent pas tous la même année, bien évidemment, mais à hauteur de 85 000 journées stagiaires, ce qui donne une idée aussi pour les gens qui sont dans le monde de l'enseignement et de l'université, de la charge que nous avons. Et pour répondre à cette charge, nous sommes 200 agents, dont 53 sapeurs-pompiers. Vous voyez un peu l'équilibre qu'il faut avoir, je dirais, au quotidien pour pouvoir assurer l'enseignement au niveau de l'encadrement, du management, du commandement opérationnel et des spécialités. Alors notre école, comme vous le voyez sur le slide, nous formons prioritairement et avant tout, notre mission première est de former les officiers de sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, mais également certains militaires. Mais nous ouvrons aussi des formations aux élus, aux fonctionnaires, aux services d'urgence et de la sécurité en privé, et surtout dans le domaine de la gestion de crise. Donc je pense que ça parlera aussi à certains cette particularité. Nous assurons également l'animation des réseaux des écoles du monde de sapeurs-pompiers, alors des services d'incendie et de secours, qui est encore un acronyme, mais encore qui correspond à ce que je précisais tout à l'heure, un service départemental d'incendie et de secours et un service d'incendie et de secours. C'est la même chose. Voilà, c'est un acronyme différent, mais c'est là exactement la même entité. Qui dit école nationale dit une partie recherche, alors dans tous les domaines, sur le social, sur l'opérationnel, sur le management, etc. Et puis, grande école aussi, ouverte sur l'international, puisque nous avons des partenariats dans le monde entier. J'avais eu l'occasion il y a 3 ans d'en parler sur les projets européens dans lesquels nous sommes acteurs. Et voilà, on couvre le monde et le monde vient nous voir. Alors,
Pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, pourquoi les pompiers dans le monde de l'hydrogène? Pourquoi une école nationale qui n'est pas une université peut apporter une plus-value à l'enseignement et à la couverture du risque hydrogène sur les territoires? Il faut savoir que l'école nationale traite, entre guillemets, de l'hydrogène depuis bientôt 9 ans. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Ce qui commence à être nouveau pour nous, c'est qu'il faut, et je le redirai, je vais peut-être le répéter au cours de ma présentation, c'est que nous commençons seulement à avoir des contacts avec le monde de l'industrie. Pour ce faire, on a commencé nos investigations en 2013 suite à une note opérationnelle qui avait été rédigée par notre institution de tutelle, qui est la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise. Donc en 2013, on a une note d'intervention opérationnelle qui traite du risque hydrogène. Et depuis, nous n'avons plus rien. Plus rien parce que le temps avance, parce qu'il y a des priorités, mais on continue de travailler et d'œuvrer avec notre administration de tutelle pour justement essayer de faire rentrer la filière hydrogène avec toutes ses particularités. Et pour répondre à des premières réponses, l'École nationale s'est engagée sur 2 projets européens. Premier projet entre 2013 et 2016, où nous avions pour objectif de rédiger un guide d'intervention pour les primo-intervenants, et puis de construire une plateforme de formation dédiée au risque hydrogène. Ça a été réalisé. Nous avons rédigé un guide d'intervention qui a été validé par l'Europe en 2016. Nous avons accueilli 86 experts pompiers, non-pompiers du monde entier, de tous les continents, qui sont venus tester la plateforme sur laquelle nous les avons formés. Donc voilà pour ce premier partenariat pour lequel nous avions le lead et pour lequel nous étions peu nombreux. On était 7. Donc pour vous dire le dimensionnement, l'École nationale, Areva, Air Liquide, un organisme plutôt dédié à la formation d'outils pédagogiques, la réalité virtuelle, et puis l'université d'Ulster, et puis 1 ou 2 laboratoires dédiés au monde de l'hydrogène. Depuis 1 an et demi, on est reparti sur un nouveau projet. Voilà, on n'arrête pas, on est là pour ça aussi, pour essayer de se faire connaître aussi. C'est une façon aussi que l'École nationale se positionne sur les territoires et à côté de vous, industriels du monde de l'hydrogène, avec une particularité cette fois-ci, c'est que nous travaillons à 16 partenaires, du monde sapeur-pompier, du monde universitaire, de la recherche, pour répondre à 3 objectifs. Le premier, une grande nouveauté, on nous a demandé d'intégrer l'hydrogène liquéfié dans le risque qui concerne l'hydrogène. Donc jusqu'à maintenant, on parle de l'hydrogène gazeux. On nous demande d'ores et déjà de préparer l'avenir en termes d'analyse des risques, en termes de couverture des risques et de réponse opérationnelle avec l'hydrogène liquéfié. Le deuxième objectif, c'est de compléter le guide d'intervention européen qui a été rédigé pour les primo-intervenants, pour lequel nous avions apporté des premières réponses sur la mobilité légère. Je m'explique, les chariots élévateurs, les voitures, les pompes de distribution, les stations de distribution, et puis les piles à combustible, les stations de production. Voilà, on était resté très général, c'était le démarrage en fin de compte. Sauf que sur ce nouveau projet, on est monté en gamme. Maintenant, il faut qu'on apporte des réponses sur la problématique de couverture opérationnelle. Si demain, nous sommes confrontés à une intervention face à un bus, face à un poids lourd, le train. Donc ça, c'est quelque chose dont on entend parler depuis les derniers jours, au cours des différents échanges. Et nous devons apporter une réponse. Et c'est pour ça que c'est important, encore une fois, que nous soyons avec vous et à côté de vous pour que vous puissiez compléter nos éléments de réponse pour pouvoir être efficient et efficace le moment venu. Et puis, le troisième challenge qui nous est demandé, mais qui n'est pas des moindres, c'est que les 16 partenaires, nous devons réaliser des mallettes pédagogiques en 10 langues pour faire de l'information dans les pays européens sur le risque hydrogène, de manière à sensibiliser, acculturer, présenter, accompagner, que ce soit le citoyen jusqu'à l'ingénieur dans une entreprise.
Et ça, c'est le plus gros des challenges, parce qu'il faut que nous ayons un contenu pédagogique compréhensible de tous, adapté pour tous, mais aussi adaptable en fonction des pays dans lesquels nous nous trouvons. Parce que ce qui est organisé et mis en place en termes de réponse de sécurité civile en France, ben, c'est pas la même chose en Allemagne, c'est pas la même chose en Angleterre, c'est pas la même chose en Norvège. On va jusqu'en Norvège. Alors, on n'a pas de chance avec le Covid, on est resté en France. Alors, pour bien comprendre un petit point, il y a cet aspect formation que vous assurez finalement pour l'Europe, qui vous demande de véhiculer la bonne parole dans différents pays, mais il y a aussi l'aspect normatif. Est-ce que vous êtes aussi prescripteur de normes, ou est-ce que vous basez sur des normes qui sont établies par des certificateurs ou aussi l'Union européenne, enfin, jusqu'où va votre rôle? C'est pour comprendre. Alors, on n'est pas prescripteur de normes d'un point de vue technique. Oui. On reste dans le monde de la pédagogie. C'est ça, d'accord. Voilà, hein, et on est dans du prescrit, mais un prescrit qui s'adresse à une population d'adultes qui découvrent un environnement spécifique, ou alors une population plus expérimentée. Donc c'est à nous de mettre le curseur où il faut pour que le discours et le langage soient adaptés en fonction, avec les techniques pédagogiques nouvelles, hein, bien évidemment, mais avec un discours adapté et mesuré. Et on parle souvent de formation, mais sur ces niveaux-là, en général, on est plutôt sur de l'échange de l'information. C'est-à-dire qu'on profite des compétences des apprenants. Je vais utiliser des termes techniques. Hein, on utilise des compétences des apprenants et de leur retour d'expérience et de leur expérience pour pouvoir calibrer et adapter les formations, de façon à être le plus précis et au plus près de la réalité par rapport à la demande. Allez-y, oui. Par rapport à l'INERIS, par exemple, qui travaille déjà sur le risque hydrogène, je ne le vois pas apparaître dans le slide, mais vous êtes déjà en lien avec eux, ou il n'y a pas de lien établi avec l'INERIS, on a un lien avec l'INERIS, mais je vous en parlerai après. Okay. Voilà. Mais on n'a pas de lien direct avec eux. C'est-à-dire que nous sommes un organisme de formation de sécurité civile. Voilà. Mais on peut avoir des liens avec tout le monde. Moi, je suis fermé avec... D'accord. Non, mais je pose des questions parce que, d'un point de vue gestion du risque hydrogène, c'est eux qui forment, par exemple, nos employés ou nos sous-traitants chez Dynamics. Ils ont déjà une acculturation sur le risque hydrogène. Donc, voilà, je pense qu'ils ont... peut-être déjà des supports, des choses existantes. C'est pour ça que je posais la question. Oui. Alors, l'INERIS, effectivement, comme d'autres organismes de formation, ont les ressources et les compétences pour faire de l'enseignement sur le risque. Dans le déroulé de ma présentation, vous allez voir que l'approche pédagogique que nous proposons va au-delà du théorique et de l'analyse des risques proprement dite, par rapport à l'hydrogène. Si on peut passer à la... Oui, il nous reste 10 minutes, on va avancer. Ça va aller. Oui. Je suis bavard. Hein. Non, pas du tout. Et passionné. Ne vous inquiétez pas, mais c'est juste... Alors, pourquoi nous sommes là aujourd'hui, et puis pourquoi absolument mettre en place des formations pour répondre au risque hydrogène, pour être présent et répondre à ce niveau risque en toutes circonstances, pour être prêt face au développement des nouvelles technologies et de la mobilité. La mobilité avance, c'est le cas de le dire, ça avance très vite. Hein. Il y a 3 ans en arrière, on nous parlait des voitures, on nous parle déjà des poids lourds, on nous parle des avions, on nous parle malgré les échéances, hein, 2020, enfin 2020, ça y est, c'est passé, mais 2030, 2040, 2050, sauf que la mobilité, elle est là. Pour moi, c'est pas dans un an, c'est demain. Voilà, autant dire les choses. Le deuxième point de l'intérêt de la formation, c'est de renforcer les connaissances et les compétences pour toutes les parties prenantes, hein, du monde pompier, non-pompier, industriel, universitaire, et puis trouver le juste équilibre pour que tout à chacun, on puisse s'adapter et bien comprendre pour mieux agir ensemble, le moment venu, sur des bases solides et vraies, sur du concret. Hein, les universitaires, les chercheurs ont du concret, nous les pompiers on a du concret, donc il faut pouvoir construire quelque chose ensemble et que ce modèle de formation construit de façon commune puisse être accessible à tous, quel que soit le niveau. Alors, à qui s'adresse je pense qu'on en parle depuis tout à chacun au fur et à mesure des différents forums et des échanges. Hein, ce sont avant tout les formations que nous enseignons, ce ne sont pas que des formations pour les sapeurs-pompiers, c'est-à-dire qu'on est ouvert au monde, vous l'avez bien compris, au monde extérieur, universitaire et autres.
parce qu'on a intégré le risque hydrogène, comme d'autres risques, comme un enjeu global. Et nous l'avons intégré ainsi. Donc nos relations et nos contacts que nous pouvons avoir en termes d'information ou de formation, c'est auprès de la population, c'est auprès des collectivités, les services publics, les sapeurs-pompiers, les industriels sur la partie communément appelée du puits jusqu'à la roue, en intégrant vraiment tous les process, les concepts, que ce soit de la production, du stockage, la distribution jusqu'à la mobilité. Et puis l'enseignement scolaire et universitaire, parce que nous participons aussi, dans le cadre d'échanges, à des interventions ou des séquences pédagogiques spécifiques sur le risque. Et nous avons un partenariat avec l'Université de Haute-Alsace qui nous a demandé, avec laquelle nous allons intervenir dans le cadre de son master de gestion des risques. Nous allons intégrer l'analyse des risques liés à la problématique opérationnelle. Et puis nous sommes engagés depuis un peu plus d'un an en partenariat avec la région Sud et l'IRFED, accompagné par Cap Énergie, pour des formations pour adultes. Et nous rentrons complètement dans l'objectif qui a été présenté par Stéphanie tout à l'heure, sur les référentiels de compétences et qu'est-ce que nous pouvons apporter en plus au regard de ces référentiels pour les gens qui sont déjà formés, expérimentés, quels apports nous pouvons apporter en complément. Alors comment faire pour travailler ensemble? Alors ça, ce ne sont que des propositions, bien évidemment, ça, libre à chacun, mais déjà, comment procéder? C'est être au plus près des industriels et être présent sur le terrain, rester connexe, on va employer un terme un petit peu technique, mais voilà, il faut être interopératif, rester connectés les uns aux autres, réaliser ensemble des recherches sur les aspects opérationnels et techniques. Nous, ce qui nous manque aujourd'hui, même si nous sommes présents sur les territoires, et plus particulièrement avec mon collègue ici présent dans la salle, le commandant Verriès, c'est que on découvre des évolutions technologiques par rapport au risque hydrogène. On fait partie de différents consortiums, on travaille sur des projets européens, mais ce qui nous manque, c'est des contacts avec les bureaux d'études, que ce soit dans le monde du transport, dans le monde de l'industrie, pour qu'on comprenne bien vraiment comment les choses fonctionnent. Alors, les concepts et tout ce qui est secret professionnel de fabrication, il est entendu qu'on ne rentre pas là dans ce domaine, mais notre rôle, c'est aussi de pouvoir contribuer aux éventuelles améliorations qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre des bureaux d'études sur l'installation de stockage d'hydrogène sur un équipement mobile. Est-ce qu'il y a intérêt à le mettre à l'extérieur, à l'intérieur? S'il est à l'intérieur, nous, pompiers, est-ce que ça nous pose un problème ou pas? Voilà, c'est un petit peu ce genre de choses qui pourrait nous servir aussi dans le cadre de l'enseignement pour tous nos collègues qui viennent se former à l'École nationale. Et puis construire ensemble, bien évidemment, de fait, et vous faire participer à nos formations compte tenu de vos expériences, vos expertises et vos retours d'expérience. Alors, bien évidemment, on est en mesure, nous sommes tous en mesure de proposer des formations spécifiques au monde de l'hydrogène, bien évidemment, avec des outils et des méthodes, mais ça, je vous apprendrai rien pour ceux qui sont dans le monde de l'enseignement et de la formation, avec des outils adaptés, qu'ils soient outils théoriques, pratiques, réalité virtuelle, tout ce qui existe actuellement en termes de support. Ce qui nous semble important, c'est que les formations soient réellement adaptées aux attentes du terrain. C'est-à-dire qu'il est important, et ça, on est arrivé souvent avec des programmes de formation sur étagère, et puis quand on échange au moment de la commande, on lui dit « oui, mais nous, on n'a pas ça, il nous faut autre chose, etc. » Donc voilà, on essaye d'avoir des formations bien adaptées, et puis nos formations, elles peuvent se faire en anglais. Le slide suivant, je pense que c'est celui-là qui a plus intérêt tout le monde, c'est notre plateforme de formation. Voilà. Quelle est cette plateforme de formation? Première chose, c'est la seule et unique plateforme de formation au risque hydrogène en Europe depuis 2016. Pourquoi la seule? Parce que nous utilisons les gaz GPL, GNV, hydrogène aux pressions réelles que vous utilisez. Alors, on n'ira pas au-delà de 700 bars, bien évidemment, parce que je sais que ça va beaucoup plus loin dans le monde industriel, mais déjà, 700 bars pour nous, c'est déjà pas mal, et même pour vous. Mais pour vous faire toucher du doigt et faire toucher et sensibiliser au plus près les acteurs de la filière hydrogène et de pouvoir reconfigurer des situations et des événements que tout à chacun nous risquons d'être confrontés demain. C'est-à-dire que nous
Réalisons des torchères GPL à 17 bars, c'est une flamme qui fait une quinzaine de mètres, pour vous donner un ordre d'idée. Des torchères GNV à 150 bars, de l'hydrogène 200, 300, 700 bars. 700 bars, ça vous donne une flamme qui fait 6-8 mètres à 1800 degrés, totalement invisible. Voilà, ça vous donne un peu l'ambiance dans laquelle nous intervenons. L'autre élément, enfin, nous intervenons, ou peut-être les équipes de sécurité qui sont habilitées pour intervenir sur ce type d'événement. Ça aussi, on peut le proposer. Nous intervenons aussi sur des vecteurs mobiles, où nous avons un véhicule dédié sur ce qu'on en appelle du multi-énergie pour faire du comparatif, qu'il soit GPL, GNV, hydrogène ou électrique. Un véhicule hydrogène, 700 bars, où on déclenche un TPRD à 700 bars. Donc ça, pour ceux qui connaissent, bien évidemment, vous connaissez tous, mais ça donne aussi l'ambiance face à laquelle nous sommes confrontés. Lorsqu'on est au contact du véhicule, on peut avoir ce type de déclenchement avec l'onde de choc que ça engrange. Et puis un trailer où on peut avoir 2 fuites enflammées à 200 bars. Et un exploseur, l'exploseur, c'est on reconfigure de l'explosimétrie à l'air libre dans un fût où on fait des mélanges stoichiométriques entre 4 et 75% d'hydrogène, on allume et on voit ce qui se passe. Voilà, donc, voilà. Et le dernier point, c'est la future plateforme LH2, puisqu'on va l'avoir d'ici la fin de l'année. Alors, on n'aura pas d'hydrogène liquéfié pour des raisons de stockage qui sont assez complexes. On va substituer l'hydrogène liquéfié par de l'azote. Photo suivante, pour vous donner une... non, ça c'est la précédente. Voilà, quelques types d'interventions que nous faisons sur notre site. Alors là, ce ne sont que des pompiers, bien évidemment, habilités et acculturés aux techniques opérationnelles. En haut à gauche, fuite de trailer. Donc on voit la flamme hydrogène sur le premier réservoir, hein, au pied, et on va au contact de la flamme. Hein, on a 1200 degrés, on est protégé avec de l'eau, et on va fermer la robinetterie, on est à 10 cm de la flamme et on ne sent rien. Voilà. Parce qu'on est équipé, attention, hein, faut dire les choses, nous sommes équipés et protégés. La photo du dessous, c'est une torchère GPL que nous allons fermer simplement par une vanne. En haut à droite, une torchère GPL sur un feu de véhicule. Et puis en bas à droite, le fameux feu de véhicule hydrogène avec le déclenchement TPRD sur la partie inférieure droite, essieu arrière droit du véhicule. Et partie centrale, nous avons une flamme sur le dernier fût, enfin sur la dernière torchère. Et le seul outil qui peut nous préserver et nous protéger, c'est la caméra thermique. Si on retire la caméra thermique, eh ben, on ne voit pas la flamme. Et là, on a une flamme, on a la torchère. Et il faut aller fermer la vanne. Voilà. Donc ça, on peut le faire. Donc c'est pour vous dire jusqu'où on va dans les approches. Pour terminer, je serai bref, 30 secondes, parce que je sais que j'ai brûlé les 3 minutes restantes. Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent? Alors, plein de choses, bien évidemment, vous avez bien compris. On a assuré des formations pour nos intervenants sapeurs-pompiers, pour nos primo-intervenants. On a des contacts avec le monde de la compétition automobile, voilà, dans le cadre du projet H24, la voiture de course, prototype qui court. On a formé des commissaires de piste, spécialisé dorénavant sur la problématique des circuits automobiles avec l'arrivée de l'hydrogène, avec des commissaires du Castellet, de Monza, de Barcelone. Nous avons formé des gens de chez Michelin, Storengy, et puis Olivier Maché, et puis les différents partenaires l'évoquaient ce matin dans la présentation. Nous faisons partie du projet Massilia, mais plus dominant de formation pour le montage formation H2 Risk Safety Training en partenariat avec Engie, Total Energy, le Bureau Veritas et nous-mêmes, où nous avons monté cette formation de toutes pièces sur 3 niveaux d'expertise, des gens non acculturés sur le monde de l'hydrogène, des gens qui ont une connaissance, et puis un peu bien construite, hein, et puis des gens un peu experts. Et cette formation est proposée sur d'une demi-journée, une journée complète. Et on peut faire de la théorie, on peut leur montrer des phénomènes sur la plateforme. Voilà, on peut adapter la formation. Et cette formation, c'est une première, peut-être pas pour le monde de l'industrie ou le monde de la formation, mais pour nous, École nationale, cette formation a été labellisée au mois de juin par Cap Énergie. Donc c'est la première fois que dans l'histoire de l'École nationale que nous avons une formation connue, reconnue, donc qui va démarrer avec les différents partenaires. Voilà, cette formation est labellisée. Et puis on a des demandes de formation et des visites de plateforme. Nos objectifs, en 3-4 points, c'est d'identifier sur tout le territoire des référents hydrogène, des pompiers.
Alors, tout à l'heure, on parlait du territoire de Belfort, on parlait d'Auxerre, dans l'Yonne. Donc, effectivement, nous avons des représentants dans certains départements. On a un département en France, il faut le savoir, qui a des véhicules hydrogène. Pas un département pompier, hein, un service d'incendie et de secours, c'est le département de la Manche qui a des véhicules utilitaires à l'hydrogène. C'est une première depuis quelques années. Voilà, donc, et puis pour nous, notre intérêt, c'est d'institutionnaliser un réseau pour que nous ne soyons pas les seuls à diffuser la formation et l'information, mais qu'on se fasse aider sur les territoires par nos collègues, parce que les entreprises ne sont pas que autour de l'École nationale à Aix-en-Provence, bien évidemment. Hein. Donc voilà, on essaye de monter quelque chose de construit, de vous rencontrer tous pour renforcer, je l'ai dit, nos connaissances, surtout sur le côté technologie embarquée. Ça, c'est important. Il faut qu'on arrive à bien échanger là-dessus, parce qu'un jour, vous arriverez à un niveau d'excellence. Les industriels arriveront à un tel niveau que le jour où on devra intervenir et on ne sera pas informé du niveau d'installation des équipements, on risque d'être confronté à ce moment-là des difficultés opérationnelles en termes de sécurité au regard de l'environnement et au regard de la protection de l'outil. Voilà, de l'installation. Ensuite, participer aux formations scolaires, vous avez bien compris, et puis développer notre plateforme, parce qu'elle est dans ses prémices. Nous, aujourd'hui, on est en train de réfléchir pour que cette plateforme évolue avec la nouvelle mobilité beaucoup plus cossue, hein, les poids lourds, les trains. Alors, on ne demande pas à avoir un avion, hein, on n'en est pas encore là. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit, et on souhaiterait réfléchir ensemble avec les industriels pour qu'on puisse, surtout le monde de l'industrie, qui peut être demandeur de certaines choses pour lesquelles nous pourrions ensemble apporter des réponses simples et efficaces. Donc voilà, l'objectif, pour conclure, c'est de travailler ensemble pour informer, se préparer et former nos cadres techniciens, nos pompiers, etc. Et puis un dernier mot, c'est que par rapport à ce que disait monsieur, par rapport à l'INERIS, qu'on a utilisé, on a des outils qui ont été utilisés en termes de visio, de film ou autre, on n'est pas concurrentiel. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne cherche pas la concurrence parce qu'il n'y a aucun intérêt pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est la complémentarité entre le service, tout ce qu'on considère comme service privé, et puis le service public que nous sommes. Voilà. Merci. Écoutez, mon colonel, je vous remercie beaucoup. C'est quand même impressionnant, tout ce que vous présentez. Bon, évidemment, ce qui est impressionnant quand on ne connaît pas trop le sujet, c'est cette photo où il y a une flamme et qu'on ne voit pas. Oui. Voilà, ça c'est quand même très impressionnant, et on se dit que vous avez un beau métier, mais qui est nécessaire effectivement pour former tous ceux qui seront en contact de l'hydrogène. Alors voilà, on n'a pas trop le temps de se poser des questions. Je pense qu'il faut faire une pause parce qu'il y a une autre session après sur la recherche, l'innovation. On parlera Europe. C'est peut-être un sujet qu'on n'a pas encore trop abordé, mais on parlera Europe tout à l'heure. Donc allez vite prendre un verre d'eau ou une boisson, et puis on se retrouve à quelle heure? On se retrouve à 15h45. Voilà, pour la dernière session de nos journées hydrogène. À tout à l'heure. Merci. Merci.